Puis en Centrafrique, la Russie a envoyé plusieurs centaines de soldats et des équipements lourds selon Bangui. En Turquie, Leyla Güven, l'ex-député kurde, condamné ce lundi à plus de 22 ans de prison pour des accusations en lien avec le terrorisme. Et puis vaccin contre la Covid-19, le président élu des États-Unis, Joe Biden, et la future première dame ont reçu la première dose de vaccin ce lundi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. La Russie a envoyé plusieurs centaines de soldats en Centrafrique, a annoncé Bangui 3 jours après une offensive de 3 groupes armés qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement à moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives. Le Kremlin a exprimé lundi sa sérieuse inquiétude face à la crise en Centrafrique, 3 jours après une offensive de 3 groupes armés dans ce pays, qualifiée de tentative de coup d'État par le gouvernement centrafricain. Lundi, le gouvernement centrafricain a affirmé que la Russie avait envoyé plusieurs centaines de soldats en Centrafrique et des équipements lourds dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale. Son porte-parole, Ange-Maxime Kazagui, n'a cependant pas précisé leur nombre exact ni la date de leur arrivée. Les Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines d'hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà commencé à combattre, a ajouté le porte-parole. En Centrafrique, des gardes privés employés par des sociétés russes de sécurité assurent la protection rapprochée du président Faustin-Archange Touadéra et des instructeurs forment les forces armées centrafricaines. Vendredi soir, 3 des plus puissants groupes armés qui occupent plus des 2 tiers du pays avaient commencé à progresser sur des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui. Ils avaient en outre annoncé leur fusion. Dans la foulée, le gouvernement a accusé samedi l'ex-chef de l'État François Bozizé de tentative de coup d'État avec une intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui au moment où les élections présidentielles avec pour favori le président sortant Faustin-Archange Touadéra et législatives sont prévues le 27 décembre. Le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, Vladimir Montero, a déclaré dimanche que les rebelles ont été bloqués ou repoussés dans plusieurs localités. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum, est accueilli par une foule de partisans. C'était lors d'un meeting à Zender, la seconde ville du pays. Dauphin désigné du président Mahamadou Issoufou, qui ne se représente pas après 2 mandats, Mohamed Bazoum est considéré comme le favori du scrutin présidentiel. En plein meeting à Zender, la seconde ville du Niger, il a affirmé que tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et que personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Si nous voulons développer notre pays, il faut faire la promotion de l'éducation. En tant qu'enseignant, si je deviens président du Niger, j'accorderai la priorité à l'éducation. Les élections qui seront organisées dimanche prochain sont déjà pliées. Tout le monde sait la direction que prend le pouvoir et personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, Mohamed Bazoum a jugé que le rapport de force est défavorable dans son pays pour le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Mohamed Bazoum a par ailleurs qualifié de fausse la revendication par Boko Haram de l'enlèvement de plusieurs centaines d'élèves dans le nord-ouest du Nigeria, dont plus de 300 ont été libérés, perpétrés en réalité par des bandits. Selon lui, ancien ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum a également défendu l'idée d'un doublement des effectifs de l'armée d'ici 2025 pour atteindre 50 000 hommes, avancé par le ministre de la Défense, Issoufou Katambe, fin novembre.
Le dialogue politique a repris lundi à Abidjan entre le pouvoir ivoirien et l'opposition en vue des législatives, portant notamment sur la réforme de la commission électorale et la libération des hommes politiques écroués, a constaté un journaliste de l'AFP. Ce lundi a consacré la réouverture du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ce premier contact a duré un peu plus d'1 heure et a réuni les grands courants de l'opposition politique ivoirienne, à savoir le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié, le FPI, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Tous étaient réunis autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko. À leur sortie, du côté du gouvernement comme de l'opposition, tous se sont dit satisfaits de ce premier échange qui va dans le sens de l'apaisement politique après la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat le 31 octobre dernier, dénoncé par ses adversaires. Cette même crise politique a conduit à l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. C'est le cas de Pascal Affi-N'Guessan, toujours détenu, et de Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du PDCI, actuellement hospitalisé à Paris suite à des complications cardiaques durant sa détention. Le principal objectif de ce dialogue est d'abord de préparer les législatives prévues pour le premier trimestre 2021, avec le sujet toujours aussi brûlant de la commission électorale indépendante que les opposants définissent encore comme assujettis au pouvoir. C'est d'ailleurs le point qui a été abordé ce lundi, même si aucune des parties ne livre de détails sur les échanges. Le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, Adama Biktoko, affirme que toutes les commissions nécessaires à la poursuite du dialogue seront installées d'ici la fin de l'année. Mais au-dessus de cette échéance électorale, planent d'autres sujets présentés comme des urgences pour l'opposition, à savoir la libération de ses militants et cadres politiques comme préalable à tout dialogue. Un premier contact vient donc d'être réalisé en présence de tous les opposants. À voir dans quel sens vont évoluer ces débats dans les jours qui viennent. Je le disais en titre, l'ex-député kurde Leyla Güven a été condamnée ce lundi à 22 ans et 3 mois de prison par un tribunal de Diyarbakır dans le sud-est de la Turquie, et ce pour des accusations en lien avec le terrorisme. Des policiers ont arrêté l'ex-député kurde Leyla Güven, condamnée ce lundi à 22 ans et 3 mois de prison par un tribunal de Diyarbakır dans le sud-est de la Turquie, pour des accusations en lien avec le terrorisme. Déchue de son mandat en juin par un vote parlementaire, Leyla Güven a été reconnue coupable d'appartenance à un groupe terroriste, en l'occurrence le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et de propagande en faveur de cette organisation, selon les attendus du verdict. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-député, qui comparaissait libre et qui envisage de faire appel du verdict, a affirmé son avocat. Leyla Güven n'a pas assisté à l'audience de ce lundi. Elle est la coprésidente du Congrès de la Société démocratique d'ETK, une organisation que les autorités turques accusent d'être liée au PKK, classé terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Les milieux pro-kurdes, en particulier le HDP, font l'objet d'une répression implacable depuis plusieurs années en Turquie. Le pouvoir turc accuse le HDP d'être une vitrine politique du PKK, une accusation rejetée par le parti pro-kurde qui se dit victime de répression en raison de sa farouche opposition au président turc. Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été déchus de leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leur lien présumé avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a reçu en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin contre la COVID-19. L'injection du vaccin Pfizer, le premier des 2 remèdes déjà autorisés aux États-Unis, s'est déroulée dans un hôpital de Newark. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, 78 ans, et la future première dame américaine, Jill Biden, ont reçu ce lundi la première dose du vaccin selon l'équipe de transition. Biden dit vouloir donner l'exemple et rassurer les Américains. Je fais ça pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire vacciner lorsque ce sera possible de le faire, a-t-il affirmé.
Joe Biden a aussi prévenu que les premières vaccinations n'étaient qu'un début. Cela va prendre du temps et entre-temps, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais j'espère que les gens vont écouter les experts, a-t-il ajouté. Il a remercié les scientifiques et les gens qui ont rendu cela possible, ainsi que les travailleurs en première ligne. De vrais héros, a-t-il lancé, tout en rendant aussi hommage à l'administration sortante de Donald Trump pour sa contribution dans la mise au point des vaccins qui ont commencé à être administrés la semaine dernière à travers le pays. Joe Biden a appelé une fois de plus à porter un masque et à pratiquer la distanciation physique pendant la période des fêtes de fin d'année. Le démocrate qui a affiché durant sa campagne et depuis son élection en novembre un strict respect des règles sanitaires a promis de faire de la lutte contre la pandémie sa première priorité avec une campagne sans précédent de vaccination mais aussi la défense vigoureuse du port du masque. Le vice-président sortant, Mike Pence, a été vacciné vendredi, également en public, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Congrès américain. En revanche, Donald Trump, en fonction jusqu'au 20 janvier, n'a pas encore annoncé de date pour sa vaccination. Le milliardaire républicain est critiqué pour avoir minimisé la pandémie et pour être resté largement silencieux ces dernières semaines au sujet du bilan du coronavirus aux États-Unis qui ne cesse de battre de tristes records. Le pays est le plus endeuillé au monde par le Covid-19 avec plus de 318 000 décès. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.